Bon, bonjour à tous, je me présente, je suis Cyrielle, je suis directrice commerciale côté agence au sein d'Influence for You. Donc, qu'est-ce qu'Influence for You? Donc, on est une agence et également une technologie spécialisée dans l'influence marketing. Nous sommes essentiellement 40 experts spécialisés dans l'influence marketing. Nous sommes des commerciaux, des planeurs stratégiques, des chefs de projet. Et notre but étant de mettre en relation les marques et les influenceurs afin de monter des projets d'influence marketing sur différents réseaux sociaux, qu'ils soient aujourd'hui B2C, mais également B2B. Donc pour ce faire, nous avons nos propres outils en interne, 2 outils technologiques que l'on met à disposition et des annonceurs et des agences, mais on a également effectivement cette partie sur mesure avec laquelle on travaille essentiellement avec Mediamix depuis pratiquement 2-3 ans. Donc aujourd'hui, l'influence marketing, je vais vous faire effectivement une petite présentation de ce que représente l'influence marketing. C'est vrai que pardon, on peut y aller. J'ai voulu faire effectivement un petit focus sur les définitions de l'influence marketing afin effectivement de se replonger peut-être. Ah oui, pardon, c'est à moi de le faire, excusez-moi. De se replonger un petit peu dedans. C'est vrai que c'est très primaire, assez basique, mais c'est toujours très intéressant. Essentiellement, qu'est-ce que l'influence marketing? On dit aujourd'hui qu'on est un petit peu... L'influence est l'héritier, on va dire, du placement de produits qu'on a pu connaître. Enfin, je n'étais pas née à cette époque-là, mais peut-être certains d'entre vous l'étaient, dans les années 70 jusqu'aux années 90, qu'on retrouvait essentiellement dans les spots télé ou même au cinéma. C'est vraiment l'héritier. Le but aujourd'hui, c'est d'exercer des actions afin de susciter l'intérêt, capter l'attention, voire aujourd'hui créer du désir. Donc pour créer du désir, effectivement, on s'associe aujourd'hui avec des influenceurs dont on va parler tout à l'heure. Le but aussi de l'influence marketing aujourd'hui est d'aider les marques aujourd'hui à atteindre une audience dont les consommateurs effectivement sont de plus en plus exigeants. Exigeants et aussi averses aux publicités intrusives. J'ai par le passé travaillé dans le programmatique, dans différentes régies, et c'est vrai que j'ai pu constater à force dans le temps que c'est vrai que les KPI, voire même les performances, commençaient effectivement petit à petit à devenir de moins en moins intéressantes. À contrario aujourd'hui de l'influence marketing, on voit que les taux d'engagement sont de plus en plus forts. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a énormément d'authenticité. Ce que vous disiez tout à l'heure, lorsque vous parliez, pas de best friend effect, mais j'ai noté de friend recommendation. Donc c'est exactement ça. L'influence marketing, c'est essentiellement aussi du bouche à oreille. On s'est rendu compte que aujourd'hui, plus de 80% des acheteurs achètent des produits tout simplement parce qu'ils ont été conseillés et par leurs amis, leurs collègues de travail ou leur famille. Et aussi maintenant par les influenceurs. Donc, on parle des influenceurs, donc vous l'aviez dit aussi tout à l'heure, vous parliez des key opinion leaders ou des macros, voire des tops. Nous, c'est vrai qu'étant une agence, on doit s'adapter à tout type de demande, aussi bien émanant des annonceurs et des agences. Donc, on est obligé de travailler avec toute cette pyramide que potentiellement vous devez connaître. Donc, on a effectivement les nano-influenceurs. Les nano-influenceurs, ce sont des personnes que l'on va activer quand les marques ou les agences ont des besoins de faire du seeding, donc des gros envois de produits, ont des besoins d'avoir des avis consommateurs. Ce sont essentiellement des personnes qui sont à l'affût de bons plans. Ce sont celles et ceux que l'on voit potentiellement en caisse dans les supermarchés avec leurs petits tickets, leurs petits bons. Ils aiment bien effectivement avoir ces petits codes promo et généralement les partager à leur communauté, à leur famille, à leurs amis. Donc c'est vrai que la nano-influence, on l'active quand un annonceur nous dit voilà, j'ai besoin d'avoir énormément d'avis consommateurs, que ce soit sur Google ou sur nos propres pages Facebook par exemple. On est obligé d'en activer au moins 3000, 4000, 5000 afin d'avoir un maximum de retours. Donc c'est vrai que ce n'est pas l'essentiel de notre travail pour être totalement honnête. Donc vous voyez, c'est une petite taille de communauté, mais qui est très très intéressante si vous souhaitez avoir des bons avis consommateurs. La majeure partie de notre travail aujourd'hui, ça va être essentiellement sur la micro et la middle influence. Alors, elle est entre 5000 et 100 000 abonnés. C'est vrai que c'est un champ qui est assez vaste. On a les micros et les middle. Les micros et les middle aujourd'hui, ce sont des hyper professionnels. Il y a encore 3-4 ans, on ne les jugeait pas forcément très intéressants. On les sous-catégorisait un petit peu comme la nano-influence.
C'était des personnes que l'on activait, qui n'étaient pas forcément très professionnelles, qui n'avaient pas forcément beaucoup de matériel à disposition, c'est-à-dire pas forcément de très caméras, très belles caméras ou des très bons smartphones, ou même qui n'avaient pas encore de caméra vidéo. Donc c'est vrai que les contenus n'étaient pas forcément très qualitatifs. Aujourd'hui, on se rend compte que les micro-influenceurs, les middle influenceurs s'hyper professionnalisent. Et aussi, ce qu'on aime beaucoup, ce pourquoi les marques recherchent les middle influenceurs, c'est que il y a de l'authenticité. Généralement, les micro-middle, ce sont des professionnels. Vous allez avoir des professionnels dans la cosmétique, dans le do-it-yourself, dans le sport, dans le retail. On va les voir parce qu'ils fédèrent effectivement une communauté qui effectivement ont confiance en ces profils, parce qu'ils émanent le bon discours et aussi parce que c'est directement leur spécialité. A contrario, effectivement, des macro-influenceurs, où la macro-influence, on va l'activer pour la notoriété. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas spécialisés dans quelque chose, mais généralement, les micro-middle, quand on va les activer, quand un annonceur, par exemple, beauté ou plutôt retail ou même cosmétique and go, veut nous activer, on va se dire, on va prendre l'influenceur référent du moment sur Instagram, sur YouTube. C'est généralement des influenceurs qui ont peut-être une plus petite communauté, mais dont les taux d'engagement sont énormes. Alors qu'effectivement, la macro-influence, on va l'activer pour la notoriété, pour l'image, pour effectivement diffuser un message beaucoup plus vaste sur les réseaux, qui est toujours en complémentarité de la micro et middle influence. Et ensuite, effectivement, tout ce qui est start-up, là on parle de start-up, mais on travaille aussi avec, quand on dit start-up, on travaille aussi avec des stars, donc des célébrités, des chanteurs, des sportifs, des mannequins. On travaille également avec, par exemple, la chanteuse Adele. On a fait énormément de campagnes aussi avec d'autres stars sportives, notamment pour des campagnes caritatives. Donc, c'est vrai que c'est un petit mélange en fait de profils qui sont très intéressants en fonction effectivement de la stratégie et des objectifs des clients. Donc, c'est pas la taille qui compte, certes. Je vous ai mis effectivement un petit panorama. Alors, essentiellement féminin, ce n'est absolument pas voulu. Je n'ai pas du tout fait exprès. Des typologies d'influenceurs, c'est pas la taille qui compte dans le sens où on dit très souvent, et à juste titre, que les macros ou les tops, étant donné de leur grosse audience, ne peuvent pas avoir un taux d'engagement aussi important que les micros et middle. C'est tout à fait vrai. Cependant, il s'avère qu'il y a quand même quelques influenceurs créateurs de contenu qui effectivement se distinguent. Par exemple, j'ai mis en avant Iris, qui est effectivement une ancienne Miss France, Miss Monde, qui aujourd'hui a plus de 2,5 millions d'abonnés, voire 3 millions d'abonnés, et qui arrive à avoir un taux d'engagement de pratiquement 3%. 3%, c'est pas élevé normalement, mais 3% quand on a 2,5 millions, voire 3 millions d'abonnés, c'est énorme. En fait, pourquoi elle en est là? C'est qu'elle a une ligne directrice depuis le début. C'est-à-dire qu'elle ne change pas, elle a son petit secteur, on sait qu'on va l'activer, nous on l'active énormément pour tout ce qui est cosmétique, entertainment, voire aussi fashion. On travaille énormément avec Iris, sa communauté est fidèle, elle a toujours un message qui est très authentique, qui est très pur, ce pourquoi effectivement ce taux d'engagement est très élevé, comme effectivement des personnes comme Marine, qui est en deçà de 500 000 abonnés, qui elle aussi a un taux d'engagement très important. La taille ne compte pas forcément. Ce qu'on regarde nous aujourd'hui, c'est les taux d'engagement. Beaucoup d'annonceurs nous demandent parfois, effectivement, pour un souci de notoriété, énormément d'influenceurs avec du 500 000, 1 million, 1,5 million, parce qu'ils se disent qu'en prenant ce type de profil, ils vont catcher directement énormément de personnes, sauf que derrière, on leur dit très bien. Mais ce qu'on nous, on regarde en tant qu'experts, c'est surtout le taux d'engagement. C'est ça qui va nous intéresser, puisque derrière ce que vous souhaitez, c'est du like, c'est du commentaire, c'est du partage, c'est du download, c'est parfois aussi directement de l'achat. Donc, quand un influenceur a peut-être 3 millions d'abonnés, mais derrière a peut-être 1% de taux d'engagement, nous, on se permet de refuser et d'apporter notre expertise. J'ai mis aussi ce petit compte. Ça m'a fait penser à vous tout à l'heure parce que vous parliez effectivement, alors je vais essayer de retrouver mes notes d'influenceurs un petit peu virtuels. Ça fonctionne énormément. On n'a pas encore, nous, beaucoup de demandes pour être totalement honnête. Mais c'est vrai que ça commence à arriver. Notamment, j'ai vu que Calvin Klein aussi l'utilisait pas mal. Je l'ai mis parce que c'est vrai que c'est quand même une tendance qui va arriver. En France, pour le moment, pas vraiment. Mais bon,
c'est quand même intéressant de le mettre, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les influenceurs maintenant ne seront pas que humains, mais seront potentiellement aussi virtuels. Aussi, il y a un autre point qui est très important. Alors, en fonction des sites sur lesquels vous allez aller, personne n'arrive à donner un vrai chiffre clair. Il y en a qui vont vous dire 12, 15, 20, 22. Moi, je préfère rester sur de l'optimisme, donc je vais rester sur du 22. Il s'avère que le chiffre d'affaires aujourd'hui, enfin tout du moins l'influence marketing est estimé à un chiffre d'affaires pour 2022 à plus de 22 milliards. Donc vous allez voir du 10, vous allez voir du 15, vous allez voir du 18. Personne n'est vraiment d'accord, de toute façon, dans tous les cas, personne n'est toujours d'accord. Mais c'est vrai que c'est un marché aujourd'hui qui est exponentiel. Et nous, on le voit même dans notre propre agence, où en fait notre agence a été créée en 2012. Nous sommes en 2021. Notre chiffre d'affaires a explosé. Et c'est surtout qu'on n'arrête pas d'embaucher aujourd'hui. Donc, on a énormément de demandes. C'est même assez compliqué de tout gérer, mais on voit à quel point l'influence marketing, de par et les marques et les annonceurs, devient un levier qui est de plus en plus important dans votre stratégie marketing globale. Alors, sur quels médias ? Alors, sur quels médias, c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a encore quelques années, c'était pas très complexe. Hein. C'était Facebook, Instagram et YouTube. Par réseau, on avait 2-3 petites mécaniques. Aujourd'hui, même nous, en interne, on a du mal à suivre parce que tous les jours, effectivement, tu parlais tout à l'heure d'aller, quand on parle de la Chine, il n'y a pas une journée où on ne voit pas effectivement dans les médias un article chinois. Et ben sur les médias, c'est un petit peu pareil. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu, mais il y a toujours de nouvelles activités, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités. Chaque réseau aujourd'hui devient plutôt un live shopping, un site e-marchand. C'est vrai que même pour nous, ça devient un peu complexe de se rendre compte un petit peu de toutes les mécaniques possibles, imaginables par réseau. Mais j'ai quand même sélectionné les 3 principaux, tout du moins les 3 principaux qu'on active nous chez Influence for You. C'est pas forcément une généralité, mais je pense que si. J'ai pas introduit Twitch parce que c'est vrai que c'est quand même assez récent. Je comptais surtout parler de YouTube, pour moi, qui est le 2e moteur de recherche au monde. On l'utilise énormément, alors sous format vidéo principalement, mais il y a aujourd'hui beaucoup de live aussi. On peut faire des posts exclusivement si vous êtes abonné à la communauté. C'est très pédagogique et surtout informatif. Aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, on est bête et discipliné, mais généralement, quand vous voulez avoir des tutos, do it yourself, ou quand vous voulez effectivement rénover votre maison, quand beaucoup de jeunes, parce que je suis aussi institutrice dans une école, je donne des cours, c'est vrai que les jeunes me disent, nous, on va sur YouTube parce que parfois, quand on a des besoins dans certaines matières, on a besoin d'aller peut-être sur YouTube et il y a énormément de créateurs de contenu pédagogues, bienveillants, éducatifs, qui les aident au quotidien. Donc, c'est vrai que c'est vraiment le réseau social qui va aujourd'hui être plutôt dans l'informatif. C'est pas du tout le réseau social hyper tendance, hyper trendy, city marchand. On n'est pas du tout dedans. Mais en même temps, on pouvait constater que il y a quand même 39 millions de Français aujourd'hui de plus de 18 ans qui regardent les vidéos sur YouTube. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir la moyenne d'âge. On pourrait croire que potentiellement les 18-24 pourraient être plus intéressés sur YouTube. Et au final, non, c'est vraiment les 25-49 qui prennent une part de marché beaucoup plus importante, avec effectivement un temps passé de 27 minutes pour les 25-49. YouTube, aujourd'hui, nous, on l'utilise essentiellement pour certaines marques, notamment, aujourd'hui, on a des marques un peu plus spécifiques qui nous demandent des campagnes d'influence marketing, par exemple Panasonic, qui ont besoin en fait d'avoir des key opinion leaders qui créent des vrais contenus pour expliquer leurs produits. On est plutôt aujourd'hui dans ce type de choix sur YouTube, plus que effectivement Instagram, où là on est vraiment dans le réseau social, si vous voulez, aujourd'hui. Excusez-moi. C'est le réseau social aujourd'hui de l'image. Que quels que soient aujourd'hui les secteurs, retail, fashion, cosmétique, entertainment, il n'y a pas une campagne où on ne rajoute pas de l'Instagram. Vous pouvez toucher pratiquement toutes les cibles. Certaines personnes peuvent dire que les réseaux sociaux sont uniquement axés à une génération. Pas du tout. Détrompez-vous, notamment avec la preuve sur Instagram, c'est vraiment multigénérationnel. Alors effectivement, les 50 ans et plus, peut-être un peu moins. C'est vrai qu'on va peut-être plus facilement les trouver sur Facebook. Mais c'est vrai qu'Instagram, on l'utilise énormément. Alors,
Instagram, ça devient aussi un petit peu compliqué. À la base, c'était un post et puis une stories. Et puis, à un moment, on arrive maintenant à des réels. Après, les GTV. GTV, c'est fini. Maintenant, c'est le format vidéo. Et puis après, il va y avoir les live shopping. Et puis, c'est énormément de mécaniques qui sont très, très intéressantes. On voit effectivement le bon rebond d'Instagram face à l'émergence et la croissance de TikTok qui a vraiment eu lieu pour nous grâce ou à cause de la Covid. Mais c'est vrai que c'est un réseau social aujourd'hui qu'on utilise quotidiennement. Vous voyez, le temps moyen serait de 1 heure par jour. C'est vraiment une grosse moyenne. Moi, personnellement, j'y passe beaucoup plus qu'1 heure. Mais c'est vrai que c'est un réseau social que l'on trouve, nous, très intéressant et pour l'image et pour la diversité des mécaniques et aussi de par la diversité des influenceurs qui s'y trouvent, que ce soit micro, middle ou macro. Alors bien évidemment, hein, TikTok, c'est vraiment le réseau de la créativité. C'est vrai qu'on peut, on peut y trouver un petit peu, on peut y trouver vraiment des talents incroyables. C'est vrai que c'est essentiellement format vidéo challenge. Alors, c'est pas 4 millions d'utilisateurs actifs, pardon, c'est 14 millions d'utilisateurs actifs par mois en France. Je précise, hein, c'est vraiment une étude exclusivement française. TikTok, c'est vrai que généralement, nous, on l'utilise pour des marques plutôt orientées cosmétiques entertainment pour le moment. Ce qui nous demande, c'est un petit peu de fraîcheur en plus d'Instagram, par exemple, où Instagram, on va être plutôt sur des posts assez classiques, ou alors des jeux concours avec des relais en story peut-être un peu plus dynamiques. C'est vrai qu'on va faire, effectivement, si demain, nos clients recherchent une cible beaucoup plus jeune, avec beaucoup plus de créativité, ou alors des talents qu'on aura difficilement sur Instagram, on propose directement TikTok. On a toujours un taux d'engagement qui est très important. Vous voyez que le taux d'engagement en France sur TikTok est de pratiquement 20%. Bon, on trouvera très rarement du 20% sur Instagram, quand on sait qu'à l'échelle mondiale, étant de 16% en moyenne. Donc c'est vrai que TikTok, quand on veut avoir un très bon taux d'engagement et en plus avoir beaucoup de créativité, on le propose directement et surtout on peut faire confiance à ces nouveaux créateurs qui arrivent. On déniche beaucoup de créateurs là-bas qui peut-être il y a 2 mois étaient à 500 000 et 2-3 mois après sont à plus de 3 millions. C'est vrai que c'est assez dément. Les prix aussi sont assez déments parce qu'on travaille avec et pour TikTok. Et c'est vrai que leurs red cards sont un petit peu compliqués. Ils ont un système effectivement d'algorithme qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez créer un challenge sur TikTok, alors nous, on s'y est prêté au jeu qu'une fois, je vous assure pas deux. On nous a demandé de faire un challenge. C'était, je crois, notre première campagne TikTok. Donc, on s'est dit, aïe, 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 TikTok, premier challenge, comment on fait? Donc, on a pris donc un des meilleurs influenceurs sur TikTok, un des meilleurs TikTokers. On a vu que sa moyenne de vues moyenne par vidéo était environ à 1 million, 1,5 million. Donc, c'est ce sur quoi on s'est engagé auprès de notre client. Sauf qu'on a un petit peu omis de se dire que quand on veut faire un challenge sur TikTok, eh ben, il faut prévenir TikTok. Il faut payer TikTok pour avoir juste le challenge qui coûte excessivement cher sans la rémunération influenceur. Et il s'avère que TikTok a un algorithme qui est très très puissant, ce qui fait que quand un TikToker donc, réalise un challenge sans la mention challenge, vos retombées très très bas, c'est-à-dire qu'en fait votre challenge n'est absolument plus visible. Donc en fait on est passé d'un engagement à un client d'à peu près 1 million de vues à peine 10 000. Donc en fait petit couac. Donc, on sait maintenant que pour être sur TikTok et pour avoir de très, très beaux challenges, il faut payer TikTok à des sommes astronomiques parce qu'en fait, ils aiment bien augmenter leurs tarifs et c'est totalement légitime en fonction des quarters. Donc, sur Q4 versus Q2, Q3, Q2, Q3, ils avaient le même tarif. Sur Q4, ils augmentaient leurs tarifs de pratiquement 60 000 euros. Entre Q2, Q3 et sur Q4, plus de 60 000 euros pour faire un challenge. Donc, grosso modo, si vous voulez faire un challenge en France sur TikTok, octobre, novembre, décembre, donc en plus la meilleure des périodes pour tout le monde, il faut compter environ 140 000 euros sans la rémunération influenceur et sans compter notre marge. Donc en fait, quand on dit aux annonceurs qui nous disent « Alors j'ai 50 000 euros, on a envie de faire un challenge sur TikTok », moi je ne peux rien faire pour vous parce que effectivement c'est exorbitant, mais derrière, ce qu'on promet aussi, c'est de la belle visibilité. Parce que TikTok quand même nous pousse avec beaucoup de formats de boost ad, de solutions pour toi, etc., qui font que dès que vous ouvrez l'application, vous êtes sûr d'être visible de toutes les communautés, des taux d'engagement qui sont très bons et c'est surtout de dénicher des profils que vous ne verriez nulle part ailleurs. Cependant, effectivement, difficile de faire
de faire approuver aux clients aujourd'hui de mettre plus de 200 000 euros aujourd'hui sur la table juste pour un challenge et peut-être 4-5 profils. Donc on est un petit peu dans cette difficulté aujourd'hui, c'est de se dire que TikTok, on en fait effectivement beaucoup, on en parle énormément, mais c'est vrai que pour la partie challenge, c'est toujours un petit peu compliqué, notamment en France. Alors il s'avère qu'on a une partie internationale chez Influence for You. La partie internationale avec TikTok fonctionne très très bien. En France, effectivement, les annonceurs sont un petit peu plus frileux, disons. Alors, il y a un point effectivement qui est très intéressant, les raisons d'intégrer l'influence dans votre communication globale. Comme vous le disiez, c'est vrai que l'influence marketing, ça existe quand même depuis pas mal de temps. À la création d'Influence for You en 2012, ça a commencé un petit peu doucement. À partir de 2015-2016, il y a eu un énorme boom. Alors, j'y étais pas, hein, mais j'ai ouï dire qu'il y a eu un énorme boom effectivement en interne, où en fait beaucoup d'annonceurs et beaucoup d'agences se sont rués chez Influence for You en mode on veut faire de l'influence. Ils ont fait énormément d'influence, sauf que les codes n'y étaient pas. On n'arrivait pas forcément à trouver des influenceurs qui réellement dégageaient les bons messages, authentiques, vrais, professionnels. Ce qui fait qu'au final, on s'est retrouvé à d'un coup un downgrade total, alors qu'on était en expansion 2015-2016, parce qu'au final, les influenceurs faisaient un petit peu tout et n'importe quoi. On n'avait pas forcément non plus, nous, en interne, je crois, les codes. C'était pas forcément très bien cadré, et ce qui fait que y a un moment, effectivement, les annonceurs qui ont essayé de tester ont été très vite découragés et ont un petit peu abandonné l'influence marketing. C'est revenu, effectivement, en 2018-2019 chez Influence for You, et depuis, on va dire 1 an et demi, c'est une explosion qui est assez phénoménale. Nous, on le voit effectivement en interne, comme je vous disais tout à l'heure, explosion du chiffre d'affaires, mais également des personnalités que nous sommes obligés de recruter aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une partie intégrante aujourd'hui d'un mix média pur, global, que tous les annonceurs et agences, effectivement, doivent proposer. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle à peu près le même langage, et c'est surtout vous aviez tout à l'heure parlé effectivement des raisons un petit peu sur lesquelles les influenceurs sont sollicités. Alors, sans étonnement, c'est quand même intéressant de le voir pour que vous puissiez voir aujourd'hui quelles sont les activations que nous, on recense majoritairement pour les marques. On a principalement des demandes de placement de produits à 77%. Alors, placement de produits, qu'est-ce que c'est? On n'est pas que sur du post et de la story. On peut également, en placement de produits, demander à un YouTuber de faire une vidéo et de placer son petit produit effectivement en début de vidéo, un petit peu au milieu, un petit peu à la fin. Twitch aussi le fait très bien. Vous voyez qu'à la base, Twitch, c'était uniquement du gaming. Maintenant, c'est devenu un petit peu multisecteur et c'est très très bien. Dernièrement, je pense que vous avez dû entendre parler de l'event qui s'appelle The Event, où en fait, les streamers depuis 2016, depuis à peu près 2016, créent un événement une fois dans l'année pour récolter des dons pour des associations. Il s'avère que quand ils avaient commencé, au tout début, ils étaient à peine à 100 et quelques mille. Et là, le dernier event qui s'est passé donc, le 29 et 30 et 31 octobre, qui s'appelait donc The Event, c'était pour l'association Action contre la faim. Ils ont récolté plus de 10 millions d'euros. Donc, ce genre d'événement, encore une fois, le streamer est en train de jouer en live pendant des heures. Il faut savoir que pendant des heures, vous pouvez être vu par 100, 10 000, 15 000 personnes pendant 1 heure, une demi-heure, 2 heures. C'est énorme. Donc, généralement, nous, ce qu'on propose maintenant, c'est effectivement des petits placements de produits parce qu'on se dit, les streamers, pendant 2 heures, ils ont peut-être soif, ils ont peut-être faim, ils peuvent effectivement parler de sujets sociétaux, ils peuvent parler aussi d'associations entre eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les placements de produits, c'est essentiellement le cœur de notre travail, mais également les participations à un événement. Ce que disait tout à l'heure Estelle, je crois, dans sa présentation. Pourquoi les événements? Parce qu'aujourd'hui, les marques, effectivement, veulent se rapprocher de leur communauté. Elles ont bien compris que les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Et c'est vrai que les influenceurs adorent participer à des événements pour découvrir soit de nouveaux produits, soit de nouveaux services, potentiellement un repositionnement de marque. Et les marques aujourd'hui investissent dans des beaux hôtels, dans des très jolies enseignes ou endroits privatifs, afin effectivement d'inviter les influenceurs ou les créateurs de contenu, afin qu'ils puissent donc participer
en avant-première à cette démonstration. Et généralement, ils sont quand même très malins, ils invitent que les stars afin qu'on puisse effectivement, durant cette présentation, qu'elles puissent faire des lives et donc interagir avec leur communauté. Et c'est vrai que c'est quand même c'est d'être privilégié lors d'un événement pour effectivement un nouveau produit. Donc les communautés aiment également participer en live à ce genre d'événement, de se dire j'y suis pas, mais d'une certaine manière j'y suis. Et c'est vrai que ça interagit énormément, on a de très très beaux taux d'engagement. Et par la suite, vous allez effectivement avoir un petit peu moins tout ce qui est production de contenu. Production de contenu pour le compte de la marque, c'est quand même, je dis pas assez rare, mais c'est vrai que c'est plutôt voué pour les micro-middle experts. Donc on va demander effectivement à des experts pour une marque pendant un engagement de peut-être 3 ou 6 mois de campagne, de produire des contenus très qualitatifs en effectivement respectant un fil rouge d'une stratégie de prise de parole. Et ensuite, on peut avoir effectivement des types de production de contenu beaucoup plus poussés qu'on appelle des ambassadeurs. Donc là, les ambassadeurs, on va leur demander pendant une année peut-être ou pendant 6 mois une exclusivité avec la marque. Exclusivité aussi de secteur, c'est ça qui est aussi très compliqué à négocier puisqu'on a les droits d'image, les droits de contenu, de dire effectivement à un influenceur, si tu es avec cette marque, tu représentes la marque, tu es l'image de la marque, tu n'as le droit à ne travailler avec aucun autre annonceur qui est dans ton secteur. Alors on nous dit oui, on signe des contrats et puis malheureusement, comme ce matin j'étais en train de regarder ma mail, il s'avère qu'une influenceuse n'a pas du tout respecté ce contrat. Donc c'est vrai que c'est toujours hyper délicat de vouloir représenter une marque, de s'y tenir pendant une année. On a pu constater ces dernières années qu'il y a énormément de stars aussi, que ce soit des sportifs qui représentent des marques horlogères, qui malheureusement, de par leur vie personnelle, sont sur tous les tabloïds de presse, etc., qui ternissent effectivement l'image des marques. Donc c'est vrai qu'être ambassadeur, c'est le rêve un petit peu de tous les gros influenceurs. Les marques pourraient se dire, on a un ambassadeur à l'année, pourquoi s'enquiquiner tous les mois lors de prise de parole, aller chercher de nouveaux macros, etc. Sauf que c'est quand même hyper dangereux. Donc on le préconise pour certaines marques. Après, il nous est aussi très délicat et difficile de trouver la bonne personne, le bon ambassadeur, qui puisse pendant 1 an, pendant 6 mois, représenter vraiment la marque. Et c'est surtout ce que tu disais à juste titre tout à l'heure, Estelle. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'influenceurs qui sont sollicités, notamment Iris, que je vous montrais tout à l'heure, pour des collections capsules. Quand on est ambassadeur, c'est pas juste se dire « je te signe pendant 1 mois, je te signe pendant 6 mois ou 1 an, tu me représentes ». C'est aussi demander à l'influenceur ou au créateur de contenu de réellement s'investir. Une collection capsule, donne-moi tes idées, donne-moi tes tendances. Associer le nom de l'ambassadeur ou l'ambassadrice avec la marque, c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et on en voit également de plus en plus, que ce soit Iris. Alors c'est vrai que moi j'ai plutôt des noms d'influenceuses françaises pour le moment, mais c'est vrai qu'il y a des, je ne sais pas si vous connaissez Noelita, c'est top 2, top 3 des influenceuses françaises. Je veux dire, qui en plus était élève dans l'école dans laquelle j'enseigne aujourd'hui, qui passe effectivement une petite influenceuse qui donnait les petits codes promo un petit peu fashion, un peu tendance, à aujourd'hui c'est la businesswoman qui a je ne sais pas combien de sociétés, que ce soit dans la fashion, que ce soit dans la cosmétique. Elle a énormément d'abonnés, elle a plus de 3 ou 4 millions. Pareil pour, je ne sais pas si vous connaissez Lena Situation, c'est aussi une très très jeune influenceuse qui aujourd'hui est star et qui est ambassadrice pour Vogue, pour les grandes marques. Elle est invitée dans les meilleurs, à tous les plus beaux événements de luxe. Donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques pépites aujourd'hui qui peuvent se prétendre être ambassadrices, mais c'est vrai que malheureusement, il y en a très peu. Alors pourquoi intégrer l'influence marketing à une campagne plus globale? Alors c'est vrai que nous, on aime bien mettre ces 3 petits logos pour faire très simple. Effectivement, c'est se faire connaître ses produits, ses services, et aussi pour trouver une nouvelle audience, une nouvelle cible. Se faire aimer, c'est la suite logique. Une fois qu'on a réussi à mettre en place effectivement nos produits, que la communauté réagit bien, on a quand même envie qu'il y ait un petit peu plus d'engagement. Donc, se faire aimer, on va véhiculer les valeurs, effectivement, et les engagements de la marque. Et in fine, ce que l'on veut, c'est se faire acheter. Donc, globalement, c'est notoriété, image et engagement. Ça reprend, si vous voulez, un petit peu le point de... c'est un point qui s'appelle AIDA. Donc, c'est attention, intérêt, désir, action. Très bien, monsieur.
Désir, action. Et c'est vrai que ça reprend le cognitif, l'affectif et le comportemental. C'est ce sur quoi on travaille constamment. Alors, il s'avère que réaliser une stratégie d'influence marketing, on pourrait croire aisément que c'est assez simple. On a un budget, on nous donne un petit objectif, on nous donne une petite timing et vous pensez qu'en même pas 30 minutes, on peut avoir une stratégie d'influence en vous donnant que quelques noms d'influenceurs et puis hop, on s'engage sur 2-3 petits KPI. Malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça puisque avant de pouvoir proposer à une marque une stratégie et qu'elle puisse bien se faire connaître, il faut qu'on travaille la veille, c'est-à-dire qu'on travaille ses concurrents, sur quels réseaux ils sont, avec qui ils travaillent comme typologie d'influenceurs, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Ensuite, on va effectivement s'intéresser à la marque en question, sur quel réseau vous êtes. Est-ce que vous avez construit des pages, des fanbases? Ok. Qu'est-ce qui a fonctionné? Avec qui vous avez travaillé? Quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est un objectif de notoriété, d'image ou d'engagement? En fonction de ces 3 objectifs, nous, on va activer des mécaniques et des réseaux qui sont totalement différents. On va aussi engager des influenceurs qui sont totalement différents. Si on veut de la noto, on va avec les macros. Si on veut plutôt de l'engagement, on va plutôt avec les middle et les micros. Si effectivement derrière, on veut se faire acheter, on a des mécaniques qui sont bien stratégiques, avec des call to action, avec des liens, anciennement ce qu'on appelait swipe up, mais maintenant c'est lien. Bon, c'est toujours hyper compliqué sur les réseaux, mais vous inquiétez pas, on vous demande pas vous de le faire, c'est à nous de le faire, mais c'est vrai que au moins on ne s'ennuie pas. Ce que tu disais tout à l'heure, ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera potentiellement pas demain. Les réseaux, c'est un petit peu ça. Ce qu'on croit avoir acquis avant-hier, malheureusement, il faut se remettre dedans un petit peu tous les jours. Mais au moins, effectivement, c'est un métier qui est très stimulant et tout du moins un levier, je trouve, qui est très, très stimulant. Notamment, en fait, quand on a fait cette petite étude, quand on a regardé l'étude médiamétrie, alors qui date de 2017, mais je trouve qu'elle est quand même très intéressante, de se dire aujourd'hui, si moi, je vous pose effectivement la question, alors j'aime bien effectivement poser cette question, mais à quelle forme de publicité faites-vous le plus confiance 80% des gens répondent de la part de personnes que je connais. Alors là, on ne parle pas de publicité puisque je parle de personnes. Et en fait, c'est vrai qu'il s'avère qu'aujourd'hui, l'influence marketing est partout. Si aujourd'hui, je vous demande, madame, monsieur, pourquoi vous avez acheté effectivement tel ou tel produit, moi, je me rends compte dans mon cercle personnel que je suis influencée par mes amis, par ma famille, même par mes collègues de bureau. On n'a pas le temps aujourd'hui d'aller faire du shopping pendant 15-20 heures par mois. On n'a plus du tout le temps. Et on a besoin d'être rassuré aussi en tant que consommateur. On a besoin d'avoir des influenceurs qui sont engagés, en qui on peut avoir confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des personnes sondées nous disent que 80% effectivement de leurs achats aujourd'hui se font grâce à l'influence marketing versus effectivement 27% via des bannières publicitaires qui, je pense, maintenant sont un petit peu obsolètes. Comme je vous le disais, effectivement, des messages beaucoup plus authentiques, proches et engagés. Et aussi, c'est ça qui est très important. Alors, pourquoi mettre ça c'est assez édifiant de voir que, selon une étude mondiale de neurosciences tout de même, le constat de l'influence marketing, c'est que 277%, une campagne d'influence marketing à 277% plus impactante émotionnellement et 87% plus mémorisable que la télé. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va vous mettre en situation au sein d'un réseau social qui vous est propre. Donc, vous allumez votre Instagram. Vous allez bien évidemment regarder soit les posts, soit les lives ou les stories de vos influenceuses préférées ou influenceurs, parce que bien évidemment, il y a aussi des hommes. Si vous les likez, c'est que vous cherchez derrière tous les jours un contenu, des tips, des idées, des recommandations, des sondages. Si effectivement cette personne va vous mettre en confiance en parlant d'un projet, en parlant d'un produit, d'un service, et bien évidemment nous sommes intelligents pour faire de la répétition, c'est-à-dire que vous allez voir le message une fois en stories, mais après on va le faire 2-3 jours d'une autre manière, et puis on va le faire aussi avec des influenceurs qui sont totalement dans la même thématique, où on sait que potentiellement si vous, monsieur, vous allez liker Martine, vous allez potentiellement aussi liker Cécile, puisque effectivement c'est dans la même thématique, et du coup vous allez vous retrouver à avoir potentiellement le même message plusieurs fois par différents influenceurs, mais potentiellement sur les mêmes réseaux. Ce qui fait que, d'une certaine manière, vous allez vous dire, bon, là c'est quand même la 3e ou 4e personne que je vois sur les réseaux qui me parle de la même marque, du même service, qui me propose aussi des codes promo assez sympathiques et assez intéressants. On se sent en confiance. Et émotionnellement, effectivement, vous allez plus facilement retenir versus une publicité télévisée où quand on est devant la télé, aujourd'hui, on est souvent devant différents devices. On n'est
pas vraiment en total... pardon. Nous sommes pas effectivement totalement focus quand on est devant la télé. On est souvent avec nos téléphones et avec nos tablettes ou nos ordinateurs portables, malheureusement. Ce qui fait que la télévision aujourd'hui devient plutôt, on va dire, un objet assez élitiste où on aime bien avoir une grande télé, mais on fait pas grand-chose avec réellement, à part regarder du streaming. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est effectivement un mode de vie. On y est tous les jours, de nombreuses heures. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu votre consommation sur vos portables. Moi, personnellement, j'y passe entre 5 et 6 heures. Donc, c'est énorme, et aussi parce qu'on fait de la recherche. Mais c'est vrai qu'émotionnellement, ça fonctionne plutôt bien. Donc, les KPI principaux, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. On est majoritairement sur de la noto, de l'image et de l'engagement. C'est quand même des points qui sont essentiels pour vous parce que on se rend compte, nous, chez Influence4You, qu'on a énormément de demandes d'annonceurs qui sont un petit peu perdus, qui ne comprennent pas forcément ce qu'ils peuvent retracer comme retour sur investissement, de se dire je vais mettre 50 000, 100 000, 200 000, je vais toucher combien de personnes, mais derrière, est-ce qu'il va y avoir des ventes, il va y avoir des leads, il va y avoir de la prospection, des demandes de download. Vous ne connaissez pas forcément les termes. Peut-être qu'on vous les explique pas forcément très bien non plus. Donc c'est vrai que c'est des points qui sont très importants. Nous, c'est vraiment nos key points. On se met vraiment tous ces ratios en tête, que ce soit de la noto, encore une fois, l'image ou l'engagement. Bien évidemment, il y aura toujours le reach qui est un des KPI principaux. Mais c'est vrai que derrière, ce qu'on nous demande surtout, c'est outre le reach, c'est surtout de l'engagement derrière. Essayez effectivement de vous trouver la meilleure mécanique pour derrière avoir un nombre de vues, un nombre d'interactions, un nombre d'engagements, un taux d'engagement qui soit excessivement important. Voilà. Donc c'est vrai que ce petit graphique peut potentiellement faire mal à la tête, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir aujourd'hui, ça retrace entre les KPI que je vous ai montré dans la slide auparavant, plus effectivement les 3 points qui nous sont importants. Se faire connaître, se faire aimer, se faire acheter. Retenez bien ça parce que c'est vrai que même si nous ou d'autres agences vous l'expliquent, il faut vraiment se focus dessus, se faire connaître. On va être plutôt sur des vues et des impressions. Se faire aimer, effectivement, on est plutôt sur des taux d'interaction, taux d'engagement. Et se faire acheter, bien évidemment, ce que vous allez rechercher, ça va être les leads et les ventes. Alors, les atouts de l'influence marketing, il s'avère qu'on va rentrer plus dans le détail. C'est une étude qu'on a réalisée dernièrement chez Influence4You. Quels sont aujourd'hui les principaux atouts de l'influence marketing? La notoriété, les développements des communautés et les nouveaux clients. Ce sont les 3 atouts principaux de l'influence marketing. Je vais vous montrer en détail. Donc, comme je vous le disais, une étude sur 83 entreprises. Alors, effectivement, je vous ai mis également la taille d'entreprise, ça me paraît quand même nécessaire, hein, majoritairement de plus de 500 salariés. On est plutôt sur du B2C ou B2B2C, afin de mieux comprendre effectivement le mix média des annonceurs, parce que beaucoup d'annonceurs nous disent « Ok, on investit énormément, mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans ?» On ne sait pas trop. Donc, on s'est effectivement lancé sur une petite étude en interne avec toutes les équipes. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, l'influence marketing, ça bouleverse énormément la communication. Principalement, si vous voulez toucher aujourd'hui les 15-35, n'ayez vraiment plus aucun doute, c'est vraiment l'influence marketing aujourd'hui, le levier qui vous correspondra le mieux. Malheureusement, il ne représente que 9% des budgets. Donc c'est vrai que nous, on se rend compte au quotidien, en fonction effectivement soit des périodes, soit peut-être malheureusement quand on subit des crises sanitaires et économiques, c'est un petit peu compliqué. Étonnamment, on s'en est très bien sorti. C'est vrai que les marques se sont dit on ne peut plus faire d'affichage, personne ne sort, on va où? Et nous, d'un coup, effectivement, on s'est retrouvés à passer à 3-4 briefs par jour, à une dizaine de briefs par jour. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vrai que effectivement ça a un petit peu boosté. Cependant, on va remarquer ensemble que dans 3 ans, ça va un petit peu bouger. Notamment, on estime de passer de 9 à potentiellement 20% des budgets. Donc quand on fait une petite analyse de cette étude que l'on a réalisée en interne, on regarde effectivement le classement des leviers de communication selon leur importance dans 3 ans. Donc l'influence marketing
est au 3e plan, 7% du budget. Alors 7-9%, mais il faut s'attendre à un doublement de ces budgets dans les 3 prochaines années. Donc on est toujours devant la télé, devant l'affichage, bien évidemment. Devant leur importance pour toucher les 18-35 ans aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il n'y a pas forcément de grosses surprises. On se doute bien que l'influence marketing est aujourd'hui le premier levier. Également pour développer la notoriété de son entreprise, l'influence marketing, tout comme le social ad, c'est vrai qu'on on se suit très très souvent. Cette fois-ci, nous sommes en seconde position. Mais c'est vrai qu'on dépasse aujourd'hui les canaux traditionnels. Et également pour l'engagement, là-dessus, effectivement, il n'y a plus du tout de surprise. C'est vrai que les réseaux sociaux, l'influence, couplée à un bon CRM, comme on l'a rajouté, sont vraiment les 3 leviers clés aujourd'hui de développement des communautés. Alors pour le développement des ventes, effectivement, nous sommes qu'en 4e position, devant effectivement toujours les social ads et le CEO et l'email marketing. On essaye de plus en plus à trouver des mécaniques un peu plus héroïstes. Alors c'est vrai que c'était assez compliqué, on était très souvent en demande de branding premium. Il était aussi assez délicat pour nous de nous engager sur un nombre de ventes, sur un nombre de leads, sur un nombre de downloads. On commence aujourd'hui à trouver des mécaniques, des KPI qui nous permettent aujourd'hui de plus facilement s'engager auprès des annonceurs avec ce type effectivement de retour. Cependant, on évite trop de se focus dessus puisqu'on part du principe que l'influence marketing, c'est pas forcément que du one shot. On a besoin de temps. Les marques ont besoin effectivement de s'installer sur les réseaux sociaux, ont besoin de créer effectivement une histoire avec les influenceurs, avec les marques. Ça prend beaucoup de temps. On n'est pas du tout dans la performance ni dans l'affiliation. On est vraiment dans du 100% branding. Mais c'est vrai qu'on essaye de trouver aujourd'hui des techniques qui peuvent effectivement vous apporter des solutions beaucoup plus héroïstes. Alors effectivement, drôle de constat, est-ce que vous internalisez votre influence marketing ? Non, à 62%, utilisez-vous des outils. C'est vrai que c'est pas forcément étonnant quand on a, nous, des demandes aussi bien des entreprises que des agences. Pour être honnête, les 3/4 nous disent on fait tout à la main. Ça veut dire qu'on prend notre téléphone, notre tablette, on cherche les influenceurs. D'accord. Derrière, on a un outil, qu'il soit Excel ou que sais-je, pour effectivement bien s'organiser, mais on n'a pas aujourd'hui une plateforme en interne, soit qu'on a développé nous-mêmes, soit effectivement donc on contractualise un abonnement comme la plateforme Influence for You, effectivement, afin de naturellement poser un brief en ligne, choisir son propre cluster d'influenceurs, avoir des reportings, pouvoir générer effectivement des messages avec les influenceurs ou tout simplement avoir un outil qui nous permet de rechercher les influenceurs, que ce soit en France comme à l'international. Ils font pratiquement la majorité tout à la mano. Ce pourquoi effectivement nous on essaye au quotidien de faciliter la tâche aux annonceurs qui sont dans cette difficulté, qui effectivement se repose aussi pour certains beaucoup sur leurs agences, qu'elles soient médias, digitales, etc. Ce pourquoi, effectivement, moi, j'essaye au quotidien d'aller voir toutes les agences pour leur proposer nos solutions afin de faciliter, effectivement, et les recherches côté agence, mais également les recherches côté annonceurs. Alors, il y a quelques best cases qui pourraient être intéressants. Chez Influence for You, nous, on est multisecteur. Alors, le but, c'est pas de vous montrer tout ce que l'on fait, mais c'est surtout pour vous faire prendre conscience que l'influence marketing aujourd'hui, c'est pas que le luxe, c'est pas que la fashion, c'est pas que le retail ou l'entertainment. Dernièrement, j'ai eu comme une demande de la part de Panasonic pour de la pompe à chaleur. Honnêtement, on est du plus sexy au moins sexy. Pourquoi pompe à chaleur ? Tout simplement, on est sur quel réseau ? On va aller sur du YouTube. On va trouver un key opinion leader qui justement est connu et reconnu pour ses aspects un peu pédagogiques, informatifs. On a également effectivement beaucoup de campagnes en ce moment de demandes associatives. Il faut savoir que récemment, enfin tout du moins récemment, on gagne des prix très régulièrement sur cette campagne. On avait accepté il y a quelque temps, fin 2019, une campagne pour l'ONU Femmes de France qui luttait effectivement contre les féminicides et qui voulait faire passer un texte de loi. Et ils nous ont demandé de s'associer avec eux en campagne pro bono, donc en campagne gracieuse. Il s'avère que l'on a accepté.
ne pensant pas du tout qu'il y allait y avoir par la suite ce succès, on avait demandé donc à certaines influenceuses et influenceurs, parce qu'on est parti du principe qu'il n'allait pas demander qu'aux femmes de s'engager, mais également aux hommes, hein, bien évidemment. On était plutôt parti sur des micro-middle. On leur a demandé pendant 48 heures de faire un blackout sur leur réseau social, majoritairement Instagram, bien évidemment. Blackout, j'entends. Profile picture totalement noir, et effectivement un post noir disant que elles soutenaient effectivement la mission d'ONU Femmes de France avec Influence for You, et que effectivement de faire ce blackout pendant 48 heures, elles savaient aussi que ça pouvait être préjudiciable, puisque aujourd'hui les communautés, quand vous allez sur votre réseau social pour aller chercher Denise, si pendant 3-4 heures elle ne poste pas, pendant une journée elle ne poste pas, une journée et demie elle ne poste pas, on se dit attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Et généralement les influenceuses se justifient en disant je vais en vacances, ou le week-end je ne vais pas poster, j'ai besoin de respirer. C'est vrai que c'est quand même toute une organisation. Et du coup, effectivement, le J-1 ont dû dire sachez que pendant 48 heures, je ne vais pas poster. Il s'avère que cette campagne a eu un succès fou, elle a même été relayée par des stars, que ce soit des Angèle, des Adèle, etc. On est même passé, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Quotidien sur TMC. On est même passé effectivement sur Quotidien. Effectivement, le texte de loi par la suite a été voté. Donc c'est vrai que c'était la fierté et l'aboutissement derrière. C'était pas forcément avoir des leads, c'était pas de collecter des dons. Nous, ce qu'on voulait, c'était qu'à un moment, en plus de cette campagne d'influence marketing, en plus de déploiement et en plus effectivement des manifestations en France, qu'il y ait effectivement un bouleversement côté gouvernement. On travaille aussi avec d'autres associations, que ce soit la SPA, etc. Donc c'est vrai que on n'est pas aujourd'hui dans des concepts hyper simples comme on pouvait l'être auparavant. On est vraiment multisecteur, multi-demande, que ce soit aussi pour le voyage. On organise aussi des voyages à l'étranger. Quand une marque nous dit, alors j'ai eu le cas avec Davidoff par exemple, qui souhaitait pour son lancement de parfum faire une opération un petit peu folle, d'emmener 4-5 influenceurs à l'étranger. Donc, j'ai pas pu le communiquer puisque la marque m'a dit non, bien évidemment. Communiquer ce base case. Mais c'est effectivement, pendant 4-5 jours, emmener des influenceurs un petit peu à l'autre bout du monde. Ils sont nourris, logés, blanchis, bien évidemment. Mais pendant ces 4-5 jours, on a les 4-5 influenceurs phares du moment qui vont faire des lives toute la journée, qui vont faire des créations de contenu, des posts, des stories. C'est des contenus qui sont générés par ces influenceurs pendant plusieurs jours, qui envoient du rêve sur effectivement les réseaux et de par leur communauté tout au long de la journée. Et c'est vrai que les retombées derrière sont incroyables. Donc on peut effectivement faire de l'événementiel, on peut faire des campagnes totalement classiques, mais c'est vrai que c'est très intéressant aujourd'hui de travailler avec cette multitude d'annonceurs qui se lancent dans l'influence marketing et qui ont des objectifs totalement différenciants les uns des autres. Il y a un point effectivement que j'ai voulu mettre en avant, puisque je savais que beaucoup d'entre vous venaient plutôt de l'univers du luxe, bien évidemment. C'est effectivement un secteur que l'on travaille beaucoup. On a été, c'est vrai que maintenant on l'est plutôt de manière épisodique, partenaire de L'Oréal en France. Ce qui fait qu'on a travaillé avec L'Oréal, on travaille avec Lancôme, on a travaillé avec Dior. En ce moment, on a un énorme partenariat avec Estée Lauder. Et c'est vrai qu'on s'est dit, waouh, là maintenant, les marques de luxe, c'est plus comme il y a 3-4 ans. On ne peut plus les travailler de la même manière, elles sont encore plus exigeantes et elles veulent toucher quand même une audience qui est encore plus jeune qu'il y a 3-4 ans. Donc comment on fait pour toucher aujourd'hui les jeunes avec des marques de luxe? Les marques nous disent, on ne croit pas forcément à des mécaniques un petit peu plus créatives, un peu plus waouh. Comme vous le disiez tout à l'heure, tu parlais de réalité augmentée. C'est exactement ça. Nous, pour la Fashion Week, pendant le confinement l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, toutes les marques de luxe se sont dit, waouh, attendez, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de trouver un moyen de catcher les gens? Il s'avère que nous, on s'est très vite associés avec des créateurs de filtres de réalité augmentée, ce qui nous a permis tout simplement, pendant les Fashion Week, d'apporter des contenus hyper créatifs tout le long de la Fashion Week, de développer des filtres hyper engagés, de mettre en place aussi maintenant les live shopping. On parlait beaucoup de live tout à l'heure, mais c'est vrai que le live shopping, alors ça cartonne effectivement dans les marchés asiatiques, mais surtout maintenant en France, ça commence à avoir un énorme boom. Et on se rend compte que aujourd'hui, les millennials quand même représentent un tiers des clients du luxe. Alors,
peut-être que parmi certains d'entre vous, vous aurez peut-être par la suite d'autres informations à me partager et ça serait vraiment très intéressant parce que nous, c'est vraiment un secteur où on y va un petit peu à tâtons. On a plutôt tout le temps les mêmes clients. Donc, c'est pour ça que quand je vois qu'il y a des marques un peu plus horlogères qui sont ici, on a travaillé avec une ou deux marques horlogères, mais c'est vrai que ça date un petit peu. C'était vraiment, comme je vous le disais, les prémices dans les années 2016. Et depuis, c'est vrai que les marques horlogères, on a un petit peu de mal à les travailler. Et je pense que tout naturellement, elles gèrent elles-mêmes avec les talents, les célébrités ou tout simplement les macros. Donc, on essaye, nous, de reprendre effectivement ce petit business, parce qu'il est quand même très intéressant. Et encore une fois aussi, mêler l'émotion à sa stratégie de marketing d'influence et générer 10 fois plus de ROI que dans la publicité conventionnelle. Voilà, encore une fois, nous, notre but, quand on va travailler le luxe, on ne va pas travailler le luxe, on va le travailler avec Amazon Prime. Clairement, on a une équipe en interne chez nous qu'on a développée justement pour tout ce qui est talent management et BU un peu plus luxe, parce qu'on sait que le luxe, il faut raconter une histoire, il faut mettre en avant les valeurs, il faut trouver effectivement les bons influenceurs. Ce ne sont pas n'importe quel influenceur, mais plutôt des belles personnalités, des personnalités fortes, engageantes, avec lesquelles effectivement on est sécure pendant au moins quelques mois ou années si on s'engage dans le temps en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice. Mais c'est intéressant de voir aujourd'hui que les jeunes, effectivement, dont 61%, indiquent que dans leur recherche d'information, principale, ce sont les réseaux sociaux et 60% des moins de 29 ans regardent les vidéos en ligne avant achat. Alors, comme je vous le disais, oui, effectivement, le luxe n'est pas du tout épargné par les tendances. On va, comme je vous le disais tout à l'heure, on va effectivement trouver un moyen, nous, de trouver des mécaniques un peu plus innovatrices pour trouver davantage de marques de luxe, essentiellement horlogères, de parfums. On est majoritairement sur la cosmétique pour le moment. On essaye de s'en dépatouiller un petit peu aussi pour être vraiment multisecteur. Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, le luxe aussi a plus les moyens que certaines marques et qui proposent et développent des solutions internes qui sont vraiment très, très intéressantes. Et bien évidemment, parfois, nous font un petit peu rougir parce que c'est vrai qu'on se demande mais par quelles agences elles sont passées. Et en fait, c'est pas du tout d'agence, c'est de l'internalisation tout simplement. Alors, il y a quelques marques, comme je vous le disais, avec qui on avait travaillé dans le passé. Je vous mets effectivement les marques principales. Donc, on a eu Tissot. Ça, c'était vraiment au début de l'Influence for You. Donc, on n'avait pas, encore une fois, beaucoup de KPI on va dire, d'exigences des clients. Eux, ce qu'ils voulaient au début, c'était de tester, c'était de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. On s'était plutôt engagé sur un reach. Donc là, on avait vraiment sélectionné 6 profils avec des personnalités et des passions totalement différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est effectivement quand une marque de luxe, quelle qu'elle soit, ou une marque quelle qu'elle soit, qui fait appel à Influence for You ou à d'autres agences pour effectivement une stratégie d'influence marketing, on essaye de proposer des concepts un peu plus innovants et de se dire la marque, quel est son univers, quel est son ADN, vers quoi elle veut aller. Et on essaye d'associer des personnalités, tout du moins, qui s'y prêtent. Donc là, effectivement, c'était trouver des influenceuses qui ont une passion, chacune, que ce soit le sport, la danse, etc. Et d'associer, excusez-moi, le produit. Eh bien, ça va passer, hein. Pardon. On a eu également donc Mido. Encore une fois, c'est des... Alors, ouais, ça n'a pas très bien fonctionné. Alors Mido, je pense que c'était effectivement quelques petites années après, puisque là, vous voyez qu'on s'est engagé sur un reach, un taux d'engagement, et effectivement, par la suite, on a pu apporter d'autres KPI qui sont des totales interactions. Donc voilà, donc on a eu effectivement des belles marques qui ont souhaité communiquer avec nous. On a également effectivement Victor & Rolf. Alors ça, c'est la campagne qu'on a eue l'année dernière. C'était une campagne 100% événementielle pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a eu effectivement un reach de pratiquement 1,6 million, excusez-moi, pour seulement 18 posts, dont 12 posts bonus. Généralement, c'est ce qu'on essaye de faire aussi quand on s'engage avec des influenceuses. Quand il y a vraiment une très belle marque derrière et qu'il y a un très bel investissement,
On essaye de négocier quand on le peut, bien évidemment, des postes gracieux. Ça fait toujours plaisir à la marque et c'est surtout que ça donne envie à la marque de reconduire effectivement le business, soit avec nous, soit avec les influenceurs directement en direct, bien que c'est quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, mais malheureusement, business first. Prime Video, alors encore une fois, voilà, on est sur plein de thématiques. Prime Video, c'est un annonceur qui est venu nous voir fin 2020. Vous connaissez un petit peu la success story de Prime il y a encore 2-3 ans. Bon, même moi, hein, j'y allais, mais j'étais sur Amazon. J'allais sur Prime pour voir 2-3 documentaires que je trouvais nulle part ailleurs, que je trouvais fort sympathiques. Aujourd'hui, je pense qu'on a du mal à se passer de Prime, tout comme on a du mal à se passer aussi de Netflix. L'intérêt de Prime Video fin 2020, c'était de nous mettre de créer une énorme AO, mettre en compétition différentes agences pour voir quels étaient le potentiel, tout du moins sur le marché français. Prime Video, aujourd'hui, c'est notre plus gros client, donc c'est des millions d'euros d'investissement. C'est des campagnes, énormément de campagnes par semaine. Ils sont effectivement très, très exigeants. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, avec ce type, effectivement, d'annonceurs que je trouve, moi, très premium, très qualitatif, on peut effectivement sortir un petit peu des sentiers battus et demander à des influenceurs comme celle-ci, donc qui est Mégane VLT. Alors je ne sais pas si pour certains vous la connaissez parce que c'est une influenceuse française qui est plutôt cosmétique, fashion, bon plan, très lifestyle, qui est une des meilleures amies de Noolita. C'est des influenceuses qui, pour ce type de marque, va effectivement se mettre en scène, pas forcément se mettre en avant, comme vous voyez, n'est pas forcément à son avantage. Mais c'est vrai qu'on a été très fiers de cette campagne de dire aux influenceurs, voilà, maintenant, on vous met un petit challenge. Le but, quand même, sur les plateformes, c'est pas toujours se montrer dans son meilleur angle. C'est aussi de jouer le jeu avec la marque, de réaliser des concepts un peu plus forts, un peu plus fous, où quand nous, on se connecte, on se dit, là, ça me ressemble. Là, effectivement, c'est potentiellement moi avec une amie, c'est potentiellement moi avec mes parents. On a envie forcément tout de suite de créer effectivement de l'engagement. On a envie de cliquer, on a envie d'acheter et on a envie de se dire, bon, Prime Video, c'est quand même une marque hyper jeune, hyper sympa. Ça redore effectivement l'image de la marque qui, de toutes les manières, était très très bien installée. Mais c'est vrai qu'on a généralement avec Prime Video des très beaux taux d'engagement, des taux d'interaction à chaque fois qui cartonnent. Ce pourquoi effectivement l'année 2021 avec cet annonceur a été formidable et qui va être reconduit, nous l'espérons, en 2022. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire et en influence marketing. Multisecteur, encore une fois, c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes nous dire oui, mais l'influence marketing, c'est que des petites minettes avec le petit lipstick. Je veux dire, et pourquoi pas? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une campagne, il y a un produit Lancôme, moi, que j'ai beaucoup... Je suis désolée pour messieurs, pour vous, messieurs. Mais il y avait un moment un lipstick Lancôme, le Checker. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu un succès de fou parce qu'en fait, quand les employés de Sephora nous ont dit, on a eu, suite à cette campagne, on estime, énormément de jeunes filles qui venaient effectivement dans les boutiques Sephora et disaient « Je me souviens plus de la marque, mais vous savez, on a vu sur les réseaux, l'influenceuse a faisait ça pour un lipstick un petit peu rose, etc. » À partir de ce moment-là, on se dit « Attendez, là c'est quand même fort, c'est que même si on ne se souvient pas de la marque, on se souvient effectivement de la mécanique, on se souvient des gestes, on se souvient effectivement juste de ce qu'on a pu voir pendant quelques secondes sur les réseaux et je trouve qu'effectivement émotionnellement c'est fort. Il y a effectivement un effet de répétition et c'est surtout que outre ça, on voit que les marques quand même nous font de plus en plus confiance, investissent davantage. Il y a encore quelques années, on pouvait avoir des budgets à 20-30 000 euros. On en a toujours bien évidemment et on les accepte toujours. Mais c'est vrai que dorénavant, on a quand même des marques qui nous font confiance avec des budgets beaucoup plus colossaux parce qu'elles ont effectivement des perspectives beaucoup plus grandes, toucher des influenceurs en France comme à l'étranger. Elles veulent être aussi sur des multi-réseaux, que ce soit effectivement sur Instagram pour effectivement engendrer un maximum de visibilité et avoir des influenceurs assez cool. Elles veulent un peu plus de créativité, on va aller sur TikTok. Elles veulent un peu plus de pédagogie d'information, on va aller plutôt sur YouTube. Alors bien évidemment, je ne vous ai pas parlé de Snapchat, de Pinterest, de Twitch, mais il y en a effectivement un bon paquet de réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est des réseaux qu'on utilise un petit peu moins, pour être honnête avec vous, bien que Pinterest aujourd'hui devient de plus en plus intéressant. Même Snapchat qui devient maintenant effectivement une sorte de petite plateforme pour les marques. Et Twitch qui commence à devenir aussi
une demande qui devient de plus en plus prépondérante de la part des influenceurs, des annonceurs. Dernièrement, on a une marque de thé qui est venue nous solliciter pour communiquer exclusivement sur Twitch avec un budget qui est effectivement colossal. Donc c'est vrai qu'on a quand même un très très bel avenir. L'influence marketing, effectivement, c'est un levier aujourd'hui qui est incontournable pour les annonceurs. On s'associe aussi avec les agences pour être aussi très pédagogue et avoir le bon discours qu'elles puissent donner aussi aux marques. On arrive aujourd'hui à vous apporter des bons KPI. On n'est plus uniquement sur le reach, sur un potentiel taux d'engagement. On peut aller et creuser beaucoup plus loin. Et c'est surtout qu'on a une vraie connaissance aujourd'hui des influenceurs qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et on y croit fondamentalement à 3000%. On le voit dans les chiffres. Normalement, on aurait un gap de plus de 3%. En termes d'investissement. Et c'est surtout que l'influence marketing, c'est des budgets qui croîtent, ou du moins il y a une croissance de plus de 50% par an. Donc on est plutôt très très enjoué de tout ce qui se passe chez Influence for You, et je pense que dans d'autres agences également. Donc voilà, je crois que j'ai fini.